Nous allons procéder aux questions du public. Alors, je vais moi-même faire circuler ce micro dans les rangs. Donc, nous allons faire preuve de discipline. Voilà. S'il y a des questions, peut-être que j'ai tout dit et qu'il n'y a plus besoin de poser des questions. Bien sûr, s'il y a des questions. Bien sûr qu'il y a des questions. Qui en premier? N'hésitez pas à lever la main, que je vous vois. Oui, une dame là. Ouais. Non, ce n'est pas une question, mais est-ce que vous voulez bien nous parler d'Anne-Madeleine Rémusat aussi? Parce que non, parce que je connais l'épisode, mais je ne l'ai pas étudié et je ne me risque pas quand je n'en connais pas. Oui, c'est une religieuse qui avait demandé. Voilà. Non, je ne peux malheureusement pas vous en parler. Je ne veux pas prendre le risque quand je n'ai pas pris de note de dire des bêtises. Voilà, c'est disons par prudence et par modestie. Voilà. Voilà. Mais si vous voulez nous en dire quelque chose, est-ce que vous pouvez dire quelque chose vous-même? Voilà. Anne, rappelez comment elle s'appelle? Anne-Madeleine Rémusat, qui est une religieuse qui était intervenue pendant la peste. Je ne vous en dis pas plus parce que je ne veux pas dire de bêtises. Est-ce que, monsieur l'abbé, vous connaissez l'épisode? Malheureusement, pas trop non plus. Pas trop non plus. Alors, Anne-Madeleine Rémusat, et puis... Voilà. Pardon? Elle était visitandine, oui. Alors, quelque chose aussi que je voudrais dire concernant les religieuses. Les religieuses ont été mises à contribution pendant la peste, notamment pour faire des chaussures aux galériens. Parce que les galériens n'étaient pas chaussés, probablement parce qu'ils n'avaient pas besoin de chaussures, mais surtout probablement pour éviter qu'ils ne prennent la poudre d'escampette. Et quand il s'est agi de faire travailler les galériens dans les rues de Marseille, il leur fallait des chaussures. Et comme tous les cordonniers, tous les gens de métier avaient disparu, il n'y avait plus moyen. Et les autorités sont allées voir des religieuses qui leur ont fait des chaussures, mais alors à un prix défiant toute concurrence. C'est-à-dire que voilà, par charité, et les galériens ont pu être chaussés par des religieuses de Marseille. Donc les religieuses ont également apporté leur contribution à leur manière. Voilà. La fin du Chevalier Rose, alors c'est joli, parce que alors moi je veux bien, moi j'aime bien la fin du Chevalier Rose. À la fin de la peste, tout le monde a été enfin je veux dire, l'autorité royale, en l'occurrence c'était le régent, a reconnu l'extraordinaire dévouement des échevins. Et c'était le moins qu'on puisse faire. Ça a été rigoureusement héroïque et ça a été reconnu. Et ils ont reçu des gratifications, ils ont reçu des félicitations, ils ont reçu de ceci, de cela. Et tout le monde a reçu... Alors, Monseigneur de Belzins, vous savez, on lui a proposé ceci, cela. Il a tout refusé, mais il a reçu ces gratifications. Puis on a complètement oublié le Chevalier Rose. Pourquoi? Parce qu'il était inscrit nulle part. Il était surnuméraire, lui. Il appartenait à rien du tout. Son héroïsme extraordinaire s'est manifesté sans qu'il soit inscrit nulle part. Et sa sœur et son beau-frère lui disent, enfin, franchement, non, il n'y a pas de raison. Va à Versailles, va voir le roi, va voir le régent, enfin, fais quelque chose. Oh, bon, pourquoi? Allez. Bon, il dit, bon, bah d'accord, puisque vous insistez, d'accord. Alors il prend une voiture, il sort de Marseille, et puis il fait 4 km et il tombe en panne. Paf, il casse un essieu, je ne sais pas trop quoi. Enfin bon, la voiture n'avance plus. Alors il rentre dans une auberge et il demande du secours. Et il a fait demi-tour, tout. Il a rencontré la femme de sa vie, il est reparti dans l'autre sens. Et il n'a jamais reçu de gratification, mais il a encore vécu 13 ans dans les bras d'une femme aimante. Il a trouvé le bonheur. Voilà, pas mal, hein? Il avait 48 ans, il était veuf sans enfant. Je crois que son ménage a été fructueux. Je n'en suis pas sûre, mais je crois. Je crois qu'il a eu des enfants et qu'il a eu une postérité. Alors, vous voulez voir le beau Chevalier Rose, là, une très très belle statue, elle est à l'esplanade de la Tourette. Voilà, là où il a débarrassé le quartier autour de Saint-Laurent. Alors j'y suis retourné cet après-midi, là, grâce à mes camarades d'égalité et réconciliation. J'ai visité les lieux il y a quelques mois. J'y suis retourné aujourd'hui de nouveau. Allez voir l'esplanade de la Tourette. Alors maintenant, c'est plus une esplanade, c'est plus ce que c'était, mais on peut encore deviner. On aperçoit la Major de loin. C'est vraiment à cet endroit-là, juste derrière l'église de Saint-Laurent. Et le buste du Chevalier Rose, qui était en ville, est depuis quelque temps maintenant
maintenant à l'esplanade de la Tourette. Et c'est très impressionnant. Allez rendre visite au Chevalier Rose, allez rendre visite à Monseigneur de Belzun, ça c'est le moins que vous puissiez faire. Allez vous recueillir devant ce magnifique bronze devant la Major, et n'oubliez pas le Chevalier Rose. Si c'est impossible, c'est pour le Chevalier Rose. Oui, si, maintenant que vous nous avez donné envie, à travers cette conférence, d'en savoir un petit peu plus sur Oui. cet épisode de l'histoire marseillaise, est-ce que vous auriez des ouvrages qui nous permettraient d'approfondir justement la question et de nous documenter un petit peu plus, encore plus précisément sur cet épisode? Ça, c'était la première chose. Et puis la deuxième, je me demande si ma question n'est pas un petit peu polémique, mais est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur l'affection énorme que vous portez à Michelet? Michelet est un menteur. Alors je vais commencer par Michelet. Michelet ment. Michelet a inventé un truc délirant qui s'appelle le droit de cuissage, par exemple, qui est passé pour des générations de petits républicains et même d'anti-républicains pour quelque chose de vrai. Il invente. Michelet était un anticlérical délirant, un anticatholique déchaîné. Alors, est-ce que c'était parce qu'il avait grandi dans une famille protestante et qu'il était protestant? J'en sais rien. Je crois qu'il était juste complètement crétin. Et il était à la fois déchaîné contre le catholicisme et déchaîné contre la vérité. Il ne peut pas s'empêcher de mentir. Alors, je vais vous raconter un épisode sur Michelet, parce que je l'ai déjà raconté plusieurs fois, mais il est tellement drôle que je vais vous le raconter. Je vais vous le re-raconter. Quand j'étais à la fac, je travaillais sur le dossier Damien. Dossier Damien, j'avais sous les yeux le dossier juridique de Damien, que j'étais allé chercher aux archives. Et je lis ce qu'écrit Michelet, et je vois que ce qu'il dit Michelet et ce qu'il y a dans le dossier, c'est pas pareil. Alors Michelet, il a eu le dossier aussi. Alors je comprends pas. Je comprends pas pourquoi, parce que moi je pense pas que le gars il ment. Je pense que j'ai pas compris. Premier réflexe, c'est moi qui me trompe. Alors je vais voir le directeur de salle, j'étais aux archives, il me dit je sais pas, mais vous pouvez appeler Tartampion. Bon. J'arrive à la maison et j'appelle la dame en question, qui est une éminente archiviste, et je lui pose la question, et elle me raccroche au nez. Je lui dis, voilà des manières. Attendez, je suis étudiante en histoire, je fais une recherche, je vois un truc dans un dossier, je vois que Michelet dit pas la même chose, je me renseigne. Et elle me claque le téléphone au nez. Et ma petite enquête m'a permis de savoir qu'un historien digne de ce nom sait que Michelet, c'est pas un historien, c'est un menteur. On n'embête pas un archiviste pour savoir pourquoi Michelet ment, tout le monde le sait. La première partie de la question, c'était quoi ? Alors, j'ai écrit un livre qui s'appelle Le tournant de la Régence. Dans ce livre, j'ai fait, je crois, une trentaine de pages sur la peste de Marseille, avec toutes les références de bas de page. Vous avez toute la bibliographie. Chaque fois que je donne une info, paf. Donc, c'est pas pour vous dire d'acheter mon livre, encore qu'il n'y a pas de raison, achetez mon livre, il est là. Mais je donne toute la bibliographie, parce que c'est ça, être historien. Être historien, c'est citer sa source. Si vous n'avez pas de source, c'est pas de l'histoire. Si c'est sourcé, c'est de l'histoire. Voilà. Donc, on dit Marie Ansigo, pseudo-historienne. Ben, jusqu'à présent, prenez-moi la main dans le sac à pas dire quelque chose de sourcé. Voilà. Maintenant, je ne cite plus Michelet comme source, sauf comme source de mensonge et de crétinisme. Vous avez compris. Mais c'est une information de dire que Michelet est un menteur. Je le prouve. Bon. Donc, je voudrais vous dire une deuxième chose concernant les références sur la peste. Vous avez au musée de Marseille tout ce qu'il y a à voir. Alors, vous avez à la bibliothèque de l'Alcazar, vous avez énormément d'ouvrages, ils y sont, et vous avez au musée de Marseille. Allez voir ça. Vous avez les maquettes de l'arsenal des galères. Allez au musée de Marseille. C'est ce que j'ai fait, moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à la peste de Marseille. Je suis venu à Marseille, et puis avec ma copine marseillaise, on a passé un jour, 2 jours. On a fouillé, farfouillé. Il y a énormément de choses sur Internet, mais vous avez la chance d'habiter cette belle ville de Marseille que j'adore depuis toujours, même si l'actuelle grève des éboueurs la rend un peu... Enfin bon. Mais vous avez également sur Marseille beaucoup de documents. Vous avez un très beau musée. Visitez-le, allez le voir. Et pour les références des bouquins, Le tournant de la Régence, chapitre je ne sais pas combien. Il y a tout. Voilà. Autre question ? Oui, là, regarde. Là. Oui.
j'ai entendu dire que quand Monseigneur de Belzins a consacré, etc., il avait fait le vœu qu'une église soit construite. Et en fait, il n'a pas pu le faire, il n'a pas eu le temps, etc. Et en fait, elle a été construite un peu après. Et c'est l'église qu'il y a sur le Prado du Sacré-Cœur. Hein, ça serait, c'est comme ça que je... Ah bah c'est bon à savoir, oui. C'est intéressant, c'est intéressant. Alors, je voulais vous dire quelque chose. Alors, on n'est pas là pour faire des vœux et pour faire des grandes promesses, mais je voudrais vraiment vous exprimer un désir que j'ai et que j'ai partagé hier au soir, avec mes amis d'égalité et réconciliation qui étaient là. J'ai remarqué, quand j'ai commencé à parler de Monseigneur de Belzins et de la peste à Marseille, j'ai remarqué que Belzins, pour quantité de gens, c'est juste un quartier malfamé. Et il y a même une chanson en rap qui dit Belzins, 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 Belzins. Belzins, c'est un héros. Je voudrais contribuer, que vous m'aidiez à contribuer, que nous décidions ensemble, d'une certaine manière, de faire en sorte que Belzins cesse de devenir synonyme de gna gna gna, de crétinerie, de trafic de drogue et de musique moche, et que ça redevienne synonyme d'héroïsme et de charité. Est-ce qu'on peut essayer de faire en sorte? Il faut juste faire circuler l'information. Monsieur l'abbé. J'y contribue, puisque la dernière procession que nous avons faite, nous avons pris le cours Belzins, la fête Dieu. Très bien. La prochaine procession sera le 8 décembre, et nous utilisons également le cours Belzins. Voilà, alors que le... Merci. Vous savez, quand j'ai commencé, j'ai parlé à quelqu'un. La première personne à qui j'ai dit que je faisais quelque chose sur Belzins a commencé à m'entonner le gna gna, Belzins, Belzins. Il faut que ça s'arrête. Ouais. Et alors, à l'époque de la peste, le cours s'appelait le cours. Le cours, c'était le cours. C'est devenu le cours Belzins après. Et le cours était la plus belle avenue, la plus belle artère de Marseille. On arrivait par la porte d'Aix et on avait le cours. Et les premiers témoignages terrifiants de la peste, ce sont je crois que c'était les médecins qui sont rentrés par la porte d'Aix, qui ont remonté le cours et qui ont dit c'est une épouvante. C'est une épouvante. La plus belle avenue du monde, c'est épouvantable. Des morts partout. Et les gens jetaient les cadavres par les fenêtres. Enfin, c'est atroce. C'était épouvantable. Maintenant, c'est devenu le cours Belzins, avec des constructions d'une laideur achevée, quand même, faut le dire. Quand on aura repris le pouvoir, on gommera toutes les laideurs et on gardera que les belles choses. Hein. Qu'est-ce que vous en dites? D'autres questions? J'ai vu une question dans le fond. C'est pas les 4 médecins qui ont été des calamités, c'est tous les médecins qui ont été envoyés par le régent qui étaient des calamités. Mais épouvantables. Alors quand ils sont arrivés, ils avaient des exigences. Ils ont demandé à être logés en ville dans une maison tous ensemble. Ils ont demandé des domestiques. On connaît le menu, alors que la ville crevait de faim. Enfin, ils ne crevaient pas de faim, mais limite, quoi. On a des exemples des menus qui se faisaient servir avec des soupes d'anguilles, des machins, des compotes de pêche, mais hallucinant. Et quand ils sont partis, quand ils ont quitté la maison qu'ils s'étaient fait allouer, il y a eu une note absolument invraisemblable, j'en donne le détail dans mon livre, de toutes les déprédations qu'ils avaient occupées. Ils avaient brûlé des trucs, ils étaient partis avec de l'argenterie, mais c'est fou, c'est fou. Les médecins ont été une calamité, et comme ils étaient payés par la municipalité, ils faisaient durer leur séjour. Et un jour, Jean-Baptiste Estel a écrit « Mais débarrassez-nous de ces parasites, on n'en peut plus, enlevez-les-nous. » Et ils faisaient rien. Ils faisaient des saignées. Ils faisaient des saignées et des purges. Et ils achevaient les malades. C'est une calamité. Et alors, les médecins, les médecins qui sont restés, les 4 médecins, ont été dévoués. Le docteur Bertrand, par exemple, qui a laissé un témoignage très intéressant pour la peste, ce sont des gens qui ont été très dévoués. Mais les médecins marseillais ont été dévoués. Ceux qui ont été calamiteux, c'est ceux qui ont été envoyés par le régent
sur ordre du régent de la faculté de Montpellier. C'est infernal, c'est absolument infernal. Et il y avait notamment parmi ces médecins un jeune homme qui n'était pas encore médecin, qui était étudiant en médecine. Il s'est fait payer des 1000 et des 100 pour des services qu'il n'a jamais rendus. Il disait, mais je suis là, je suis l'assistant du docteur Tartampion. Il dit, vous n'avez qu'à demander au docteur Tartampion de vous payer, puisque vous êtes son assistant. Non, il fallait payer 2 fois. Et alors il y a eu une chose intéressante à savoir concernant l'état d'esprit de ces médecins. Ils avaient, vis-à-vis de la maladie et de la peste, le même mépris que les gens des Lumières auront vis-à-vis de l'économie. Je m'explique. Le médecin en chef du régent, de la régence, s'appelait le docteur Chirac. Pour rien, il s'appelait comme ça. Voilà. Et le docteur Chirac, sur ordre du régent, est allé donner ses instructions pour résoudre la peste à Marseille. Donc, première chose, vous allez soigner les gens à domicile. Attendez, le gars, il n'a pas réfléchi 2 minutes. Qu'est-ce que vous avez besoin de donner des ordres si vous n'avez pas ce qui se passe quand vous avez 1000 morts par jour? Vous n'allez pas vous imaginer que les 5 médecins qui sont disponibles vont grimper dans les étages. Enfin, c'est n'importe quoi. Et il disait surtout, il est très important que la population garde le moral. Donc nous suggérons d'organiser des bals au carrefour avec des violons et des tambours. Mais attendez, vous imaginez, et l'idée c'était, ces médecins ont écrit aux Marseillais en leur disant, arrêtez de vous plaindre de la peste, c'est votre peur de la maladie qui tue les malades et pas C'est-à-dire, et quand je vous dis que c'était la même chose que les Lumières, quand Turgot à libéraliser l'économie et à laisser le prix du pain flamber, il disait « Les gens n'ont pas faim parce que le pain est trop cher, ils ont faim parce qu'ils ont peur que le pain soit trop cher. » C'est-à-dire que c'est dans la tête que ça se passe. Donc ces médecins ont été calamiteux, tout ce qu'ils avaient comme prophylaxie à proposer, c'était de rigoler au carrefour. Et à part ça, de se faire... servir des poulets, des soupes d'anguilles, enfin pas des soupes d'anguilles, des soupes de je sais pas trop quoi. Enfin, j'ai retrouvé, dans mon livre, j'ai donné un menu ordinaire, enfin c'est une honte, c'est une honte. L'agent médical, à part l'exception notable de quelques médecins marseillais qui se sont dévoués comme les autres, tous les médecins envoyés par l'autorité publique ont été calamiteux. Et il y a une lettre de Jean-Baptiste Estelle qui supplie « Débarrassez-nous des médecins, rappelez-les !» Oh bah non, je pense pas. Non. Bah, ils n'étaient pas attaqués par les puces. Pour mourir, il fallait être attaqué par les puces. C'est tout simple. Bon, pourquoi est-ce que le Chevalier Rose, il y a échappé ? Peut-être parce que le bon Dieu voulait qu'il en échappe, ça c'est une explication, c'est une hypothèse, mais également parce qu'il était à cheval toute la journée. Et les puces fuient l'odeur de cheval. Donc les échevins étaient à cheval, le Chevalier Rose était à cheval, Monseigneur de Belzunce était à pied, il était à pied, et tous ceux qui étaient à cheval ont été épargnés. On meurt piqué par une puce infectée. Si les puces n'approchent pas, les médecins, ils se promenaient avec des sarraux en toile cirée. Les puces ne s'accrochent pas à de la toile cirée. C'est aussi simple que ça. Et les toiles cirées arrivaient jusqu'à par terre. Et ils avaient des grosses godasses compensées en lièvre. Oh, il y a une mouche qui... Ça y est, je l'ai eue. Non. Donc les médecins... Vraiment, il pouvait échapper à la peste. Et le docteur Bertrand, je crois que lui a été atteint de peste à un moment donné, mais il s'en est sorti. Et lisez le témoignage du docteur Bertrand, c'est très très intéressant. Il faut lire les témoignages des gens qui ont vécu la peste. Enfin, je veux dire, il y a quantité de témoignages, quantité. C'est certainement parmi tous les sujets que j'ai abordés, celui qui m'a donné le plus d'enthousiasme, parce que le bout de l'horreur est compensé par l'étendue du dévouement. On peine à y croire, quoi. On peine à croire que... Moi, Jean-Baptiste Estelle, c'est vrai qu'il a une responsabilité écrasante dans la peste de Marseille. Mais je ne sais pas si pendant 4 mois, 5 mois, il a dormi 3 heures par nuit, c'est le maximum. Et il n'a jamais baissé les bras ni désespéré. Jamais. Pas 5 minutes. Ils ne se sont pas permis. Ben, ils se sont rachetés. C'est l'histoire d'une rédemption.
Et les autorités ne s'y sont pas trompées. Et la population marseillaise ne s'y s'est pas trompée non plus. Ces gens se sont rachetés. Maintenant, je vais vous dire le fond de ma pensée concernant leur responsabilité dans le passage de la contagion, enfin, le passage de l'infection. Est-ce qu'il est normal que la sécurité d'une ville soit confiée à des gens qui ont un intérêt à ce qu'elle soit mise en danger? Je veux dire, c'est le système qui est vicié. C'est là que le système est vicié. Il aurait fallu, alors je ne sais pas comment ça s'est passé par la suite, mais il aurait fallu que l'autorité sanitaire soit entre les mains d'un fonctionnaire bien payé, incorruptible et étranger aux intérêts financiers. C'est bel et bien, je veux dire, Monseigneur de Belzunce ne s'y est pas trompé, c'est l'appât du gain, c'est l'amour de l'argent qui a perdu Marseille. Et c'est le dévouement des intéressés qui l'a sauvé. Il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas d'intermédiaire. D'autres questions? J'ai lu que le Grand Saint-Antoine avait été coulé à l'île de Jard. Oui, exact. Ouais. D'accord. Okay. Ouais. Voilà. Alors, l'île de Jard, vous savez, c'est le bout de caillou rocheux sur la corniche, là, qu'on voit. C'est au large. De l'autre côté. Voilà, c'est un bout de caillou rocheux qui affleure, sur lequel il n'y a rien, c'est juste un bout de caillou. Et les marchandises devaient être mises sur l'île de Jard et éventées, secouées au soleil. Et c'est dès que les marchandises précieuses sont éventées, mises au soleil sur l'île de Jard, elles sont perdues. Je veux dire, on ne se coupe pas des soirées en plein soleil avec les embruns et tout sur un bout de caillou, et ensuite on va les replier, et Non, c'était pas possible. Donc c'est ce traitement à l'île de Jard qui n'a pas été fait. Mais du coup, une fois que c'était trop tard, eh bien, on a emmené le Saint-Antoine à l'île de Jard et on l'a coulé. Ben, il est toujours dessous. Et moi, j'ai mangé il y a 15 jours avec un monsieur qui dit « Moi, je suis plongeur, et ben, je l'ai vu, votre grand Saint-Antoine, je suis allé le voir. » Il est toujours là. Il n'en reste pas grand-chose, mais il est toujours là. Il est à l'île de Jard. Voilà. Et il est à l'île de Jard où on aurait dû commencer par le mettre. Et on aurait sauvé Marseille si, au lieu de faire décharger les marchandises au lazaret, on les avait mises à l'île de Jard, qu'on avait coulé le bateau par le fond. Seulement, voilà, on ne l'a pas fait. Alors, j'ai sûrement des plongeurs. Moi, j'ai passé un brevet de plongée à Marseille. Hein. C'est Marseille qu'on apprend à plonger. Il y a des plongeurs parmi vous? Oui. Vous êtes déjà allé à l'île de Jard? Eh bien, allez-y maintenant. Vous savez quoi aller regarder. Le Grand Saint-Antoine est dessous. Bonne promenade. Prenez des belles photos, rapportez-les-nous. S'il n'y a pas d'autres questions... Si. Moi, je veux bien qu'on arrête, mais il y a forcément d'autres questions. Alors, allez-y, monsieur. Oui, si vous voulez bien vous approcher un peu. Est-ce que vous avez étudié la peste en Provence? Non, pas trop. Parce qu'on dit que les parlementaires d'Aix se sont tous sauvés. Exact. Oui, ça je le sais. Au contraire des échevins marseillais. Exactement. Quand les juges, les magistrats du Parlement de Provence qui étaient à Aix-en-Provence ont bouclé Marseille pour interdire à la population de se tirer, et ils ont tous pris la poudre d'escampette. C'est bien, bravo, félicitations. Et la peste est arrivée à Aix. La peste a atteint Aix, elle a atteint Toulon, elle a atteint Avignon. La peste est remontée, elle s'est arrêtée, paraît-il, à Carpentras. Pourquoi? Ah, c'est le bon Dieu qui a voulu comme ça. Ça s'est arrêté. Il y a eu un mur de la peste qui existe encore. Et le mur de la peste était tenu par des militaires, par des dragons, qui avaient ordre de tirer sur quiconque s'approchait du mur dans un sens ou dans un autre. Et c'est ce que raconte Monseigneur de Belzunce. C'est parce que le mur de la peste était infranchissable que pour venir à l'aide des pestiférés de Marseille, des prêtres se sont jetés à l'eau pour passer à la nage. Rendez-vous compte. J'essaye d'imaginer une ville française aujourd'hui, victime d'une calamité pareille. Je voudrais bien voir nos élus. Hein? On voit ça d'ici. Hein? Merci encore d'être venu. Merci beaucoup.
Et si vous souhaitez faire dédicacer vos livres, Marion est disponible. Voilà.